Que hay más allá del límite del universo? Imagine un instant que tu te trouves à la lisière même de la réalité. Devant toi s'étend l'univers, avec ses galaxies, ses étoiles et ses mystères infinis. C'est un océan de lumière et d'ombre qui semble se déployer sans fin. Mais au loin, là où ta pensée ose à peine aller, tout paraît se dissoudre dans une question obsédante. Y a-t-il un bord à l'univers? Y a-t-il un mur invisible, une frontière infranchissable, ou bien n'est-ce qu'un mirage? Une illusion née des limites de notre propre compréhension. Depuis la nuit des temps, l'humanité se heurte à cette interrogation. Les poètes l'ont chanté, les philosophes l'ont médité, les scientifiques l'ont scruté avec leurs instruments. Et pourtant, la question demeure intacte. Qu'y a-t-il au-delà? Le néant absolu? Un autre univers? Ou bien quelque chose que notre esprit, prisonnier de ses repères, est incapable même d'imaginer? Aujourd'hui, dans l'Observateur quantique, je t'invite à un voyage unique. Explorer les confins du cosmos, traverser les frontières de l'invisible et tenter de comprendre si ce que nous appelons limite n'est qu'une illusion. Si tu veux plonger avec nous au cœur de ces mystères et ne rien manquer des secrets les plus profonds de l'univers, abonne-toi dès maintenant à l'Observateur quantique. Ensemble, nous franchirons les horizons de la connaissance. Tu es debout sur une falaise invisible. Autour de toi, l'univers entier scintille comme un joyau suspendu dans l'obscurité. Des étoiles s'étendent à perte de vue, des nébuleuses embrasent le vide de leurs couleurs irréelles, et des galaxies se dessinent comme des archipels perdus dans un océan noir. Tu regardes, fasciné, mais tu ne peux t'empêcher de te demander où cela s'arrête-t-il? Y a-t-il un point où tout s'éteint? Existe-t-il un panneau cosmique indiquant fin de l'univers? Bien sûr, cela semble absurde. Pourtant, notre esprit fonctionne ainsi. Il a besoin d'un cadre, d'un début et d'une fin. Nous savons où se termine une route, où finit une forêt, où l'océan rencontre le rivage. Alors pourquoi l'univers, lui, n'aurait-il pas aussi ses limites? Mais voilà, l'univers n'est pas une carte que l'on peut déplier sur une table et pointer du doigt. Il n'est pas un décor figé, mais un acteur vivant, un tissu qui s'étire, se déforme et évolue. En physique moderne, parler d'une limite est bien plus étrange que ce que nous imaginons. Et pour comprendre cela, il faut remonter à l'origine de nos questionnements. Les premières chasses vers les confins, il y a des millénaires déjà. Les Grecs anciens rêvaient de l'univers comme d'une sphère parfaite. Au centre, la Terre, autour d'elle des sphères cristallines portant les planètes et les étoiles, tournant en harmonie. Dans ce modèle, Ilien avait bien une limite. Au-delà de la sphère ultime, rien. Rien d'autre qu'un dehors inaccessible réservé aux dieux. Puis, au fil des siècles, cette conception fut brisée. Copernic plaça le soleil au centre. Galilée braqua sa lunette vers le ciel et y vit des mondes inconnus. Newton décrivit l'espace comme un vaste théâtre, infini et homogène, où la gravitation régnait en maître. Déjà, la question se déplaçait, si l'espace est infini, peut-il avoir un bord? Et si l'espace est fini, que trouve-t-on au-delà? Au XXe siècle, une découverte révolutionna tout. En 1929, l'astronome Edwin Hubble observa que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. L'univers n'était pas figé, il était en expansion. Comme un ballon que l'on gonfle, sa surface s'étirait. Mais alors, vers où s'étend-il? Vers quoi croît-il? Voilà la question qui a bouleversé notre vision du cosmos. L'illusion d'un bord. Imagine un ballon sur lequel tu as dessiné des points représentant des galaxies. Lorsque tu gonfles le ballon, les points s'éloignent les uns des autres. Mais aucun point n'est au centre, aucun n'est au bord. C'est la surface elle-même qui se dilate. Voilà à quoi ressemble notre univers. Mais là surgit la difficulté. Notre cerveau est conditionné à imaginer un dehors,
comme lorsque tu arrives au bord d'une ville et que la campagne commence, comme lorsque tu atteins la rive d'un océan. Mais avec l'univers, cette comparaison échoue, car selon la théorie de la relativité d'Einstein, l'espace et le temps font partie du cosmos. Il n'existe pas d'extérieur dans lequel l'univers se déploierait. L'univers est tout ce qui existe. Alors, parler de limite n'est pas parler d'un mur physique, mais d'un horizon conceptuel, ce qui nous amène à l'idée du horizon cosmologique, la frontière de ce que nous pouvons voir. Le mirage de l'horizon cosmologique. Prends une fusée imaginaire. Tu la rends plus rapide que tout ce que nous connaissons, tu la lances vers le plus lointain des horizons. Que trouves-tu? Rien de plus que ce que nous voyons déjà. Un univers qui se dérobe sans cesse. Pourquoi? Parce que la lumière met un temps fini à voyager. Certaines galaxies sont si éloignées que leur lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. Et comme l'univers s'étend, certaines régions s'éloignent plus vite que la lumière elle-même. Cela signifie que nous ne pourrons jamais les voir. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais qu'elles sont au-delà de notre horizon d'observation. C'est comme courir après un arc-en-ciel. Plus tu avances, plus il s'éloigne. Le bord de l'univers n'est donc pas un mur, mais un mirage, créé par les limites de notre perception. Les implications vertigineuses. Mais si l'univers n'a pas de bord, est-il infini? Voilà une autre énigme. Les cosmologues hésitent. S'il est infini, alors il n'y a rien à chercher au-delà. Il y a toujours plus d'étoiles, plus de galaxies, plus de vide. S'il est fini mais sans bord, il ressemble à la surface d'une sphère. Tu peux voyager indéfiniment en ligne droite et revenir à ton point de départ sans jamais rencontrer de mur. Et si l'univers est une bulle, gonflée par l'inflation cosmique décrite par Alan Guth en 1981, alors il existe peut-être un océan d'autres bulles, d'autres univers. Dans ce cas, le bord de notre univers ne serait pas une fin, mais une frontière vers un multivers. Le vrai mystère, nos propres limites. En réalité, le véritable bord n'est peut-être pas celui de l'univers, mais celui de notre esprit. Nous sommes prisonniers de nos 3 dimensions et du temps qui s'écoule en ligne droite. Nous cherchons un au-delà parce que nous avons besoin de catégories, dedans et dehors, début et fin. Mais l'univers refuse ces cadres simples. Et c'est là, peut-être, le plus grand enseignement. Le plus grand mur que nous rencontrons est celui de notre imagination. Alors, qu'y a-t-il au-delà du bord du cosmos? Peut-être un vide éternel? Peut-être d'autres univers? Peut-être rien de concevable? Mais ce qui est certain, c'est que la question elle-même est le moteur de notre humanité. Elle nous pousse à lever les yeux vers le ciel, à construire des télescopes géants, à envoyer des sondes toujours plus loin. Et surtout, elle nous rappelle que l'univers n'est pas seulement une collection de galaxies. Il est une énigme, une invitation à penser plus grand. Voilà pourquoi ce premier chapitre n'est qu'un début. Dans les suivants, nous plongerons dans la dynamique de l'expansion, le mystère du vide quantique, l'hypothèse des multivers, la géométrie cachée de l'espace, les énigmes du temps et la question de la conscience. À chaque pas, nous serons plus proches de la vérité ou plus conscients de notre ignorance. Mais avant de continuer, je te pose une simple question. Veux-tu vraiment explorer ce qui dépasse tout ce que nous connaissons? Alors reste avec nous. Abonne-toi si la vidéo te plaît, car ce voyage ne fait que commencer. Imagine un instant que tu regardes une toile immense. Elle n'est pas figée. À chaque seconde, elle s'étire, se dilate, se déforme. Les motifs qu'elle porte, étoiles, galaxies, nébuleuses, s'éloignent lentement les uns des autres. C'est ainsi que notre univers vit, non pas comme une structure immobile, mais comme un tissu en perpétuelle expansion. Cette idée peut sembler simple aujourd'hui. Pourtant,
il y a à peine un siècle, elle a bouleversé notre conception de la réalité. Jusqu'au début du 20e siècle, la plupart des scientifiques croyaient à un univers statique, éternel et immuable. Même Einstein, lorsqu'il formula sa théorie de la relativité générale en 1915, ajouta une constante cosmologique pour équilibrer les équations et éviter que l'univers ne s'effondre sur lui-même. L'idée d'un cosmos changeant lui paraissait inconcevable. Mais la vérité allait bientôt s'imposer avec une évidence implacable. Les preuves d'un univers en mouvement. En 1929, Edwin Hubble observa un phénomène étrange. Les galaxies semblaient toutes s'éloigner de nous. Plus une galaxie était lointaine, plus sa lumière apparaissait décalée vers le rouge. Ce décalage, appelé redshift, signifiait que l'espace lui-même s'étirait. Hubble venait de mettre en lumière l'un des faits les plus stupéfiants jamais découverts. L'univers est en expansion. Ce n'est pas que les galaxies volent dans un espace vide. C'est l'espace lui-même qui s'allonge, emportant avec lui les galaxies comme des morceaux de bois flottant sur une rivière qui grossit. Cette vision change tout. Car si l'univers grandit aujourd'hui, cela signifie qu'il fut plus petit hier. En remontant dans le temps, les scientifiques ont compris que tout devait commencer par un état d'une densité inimaginable. Le Big Bang. Le Big Bang, un début absolu? L'image du Big Bang a marqué notre culture. On l'imagine comme une gigantesque explosion qui aurait projeté la matière dans toutes les directions. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Le Big Bang n'a pas eu lieu quelque part dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui est né et a commencé à se dilater. Autrement dit, ce n'est pas une explosion dans l'univers, mais une expansion de l'univers. Chaque point de l'espace était concentré dans une singularité, et cette singularité s'est mise à gonfler. Et depuis, 13,8 milliards d'années plus tard, la toile cosmique continue de s'étendre. Mais voici la question vertigineuse. Jusqu'où peut-elle s'étendre? Et surtout, qu'est-ce que cette expansion implique pour nous, habitants d'une petite planète perdue dans l'océan stellaire? L'expansion accélérée. Pendant des décennies, les cosmologues pensaient que l'expansion ralentirait, freinée par la gravité. Comme une balle lancée en l'air finit par retomber, on imaginait que l'univers finirait par s'arrêter, voire s'effondrer sur lui-même dans un Big Crunch. Mais à la fin du 20e siècle, une découverte bouleversa une fois encore tout. En observant des supernovae lointaines, deux équipes de chercheurs découvrirent que l'expansion de l'univers s'accélérait. C'était incompréhensible. Qu'est-ce qui pouvait repousser les galaxies de plus en plus vite contre la gravité? La réponse proposée fut aussi mystérieuse qu'inquiétante. Une force invisible baptisée énergie noire. Cette énergie, qui représenterait environ 70% du contenu total de l'univers, reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères de la science. Nous ne savons pas ce qu'elle est. Nous savons seulement qu'elle agit comme une pression cosmique, étirant le tissu de l'espace-temps à un rythme toujours plus effréné. Ainsi, non seulement l'univers est une toile en expansion, mais cette toile grandit de plus en plus vite. Les conséquences vertigineuses. Cette découverte soulève des perspectives troublantes. Si l'expansion continue de s'accélérer, des régions entières de l'univers deviendront pour nous à jamais inaccessibles. Des galaxies, aujourd'hui encore visibles, franchiront l'horizon cosmologique et disparaîtront à nos yeux. Comme des navires s'éloignant d'un port, elles s'effaceront lentement, happées par l'immensité. Dans un futur lointain, il est si même possible que toutes les galaxies au-delà de notre groupe local disparaissent de notre champ de vision. Les observateurs d'alors, isolés dans une île cosmique, croiront peut-être vivre dans un univers vide et immobile. Voilà une ironie cruelle. Plus nous avançons dans le temps, moins nous pourrons voir du cosmos. Le ciel nocturne se videra lentement de ses merveilles. Une expansion sans fin.
Alors, où tout cela mène-t-il? Plusieurs scénarios s'offrent à nous. Le Big Freeze. Si l'expansion continue indéfiniment, l'univers se diluera peu à peu. Les étoiles s'éteindront, les galaxies se disperseront et le cosmos deviendra un désert glacé et sombre. Le Big Crunch. Si l'énergie noire change de nature, l'expansion pourrait s'inverser et tout s'effondrerait à nouveau vers une singularité. Le Big Rip. Si l'énergie noire s'intensifie encore, elle pourrait finir par déchirer non seulement les galaxies, mais aussi les étoiles, les planètes et même les atomes. Ces visions ne sont pas de la science-fiction. Elles sont le fruit de calculs rigoureux. Mais aucune ne peut encore être confirmée. L'univers garde jalousement son secret, le rôle de la conscience. Et pourtant, derrière toutes ces équations, une autre question se cache. Pourquoi cherchons-nous à savoir cela? Pourquoi l'idée d'une expansion sans fin nous trouble-t-elle autant? Parce qu'au fond, nous projetons sur l'univers nos propres angoisses. Nous aussi, êtres humains, nous nous dilatons dans le temps. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, et un jour, nous disparaissons. Peut-être que voir l'univers s'étendre, c'est comme contempler notre propre destin à une autre échelle. Nous savons que tout ce qui commence finit. Mais nous espérons toujours que quelque chose, au-delà, survit. L'univers comme une énigme ouverte. L'expansion de l'univers n'est pas seulement un fait scientifique, c'est une énigme philosophique. Une invitation à penser en dehors de nos cadres habituels. Car chaque fois que nous croyons avoir compris, une nouvelle découverte vient élargir l'horizon. Et chaque horizon, tôt ou tard, révèle qu'il n'était qu'une étape vers une question plus vaste. L'univers n'est pas un objet que l'on peut enfermer dans une formule définitive. C'est une toile vivante, en perpétuelle transformation, qui nous rappelle sans cesse notre ignorance. Aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans un cosmos en expansion. Mais ce que nous ne savons pas, c'est si cette expansion a un but, une fin, ou si elle est simplement l'expression brute d'une réalité sans origine ni destination. C'est là que se trouve le mystère, dans ce silence cosmique qui nous oblige à regarder plus loin, toujours plus loin. Et toi, que crois-tu? L'univers se dilue-t-il vers le néant, ou bien cache-t-il au bout de son expansion une vérité encore inimaginable? Reste avec nous pour la suite de ce voyage. Et si cette exploration te fascine, abonne-toi si la vidéo te plaît. Ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer à jamais ta vision du monde. Ferme les yeux un instant. Imagine que tout autour de toi disparaisse. Les murs, la terre, les étoiles, les galaxies. Il ne reste plus rien. Que vois-tu? Le néant peut-être? Un vide noir, absolu, sans matière ni lumière. C'est ainsi que nous, humains, imaginons souvent le vide, une absence totale, un silence cosmique. Mais la physique moderne nous a révélé une vérité beaucoup plus troublante. Le vide n'est pas vide. Derrière son apparente tranquillité, il bouillonne d'une activité invisible. Des particules naissent et disparaissent en un éclair, des champs invisibles vibrent et une énergie colossale pulse en permanence. Bienvenue dans le royaume du vide quantique, un abîme qui n'est pas absence, mais source. Quand le néant se révèle plein. Au début du 20e siècle, les physiciens croyaient encore que le vide n'était rien d'autre qu'un espace dépourvu de matière. Mais la mécanique quantique est venue bouleverser cette certitude. Selon ces lois, même dans le vide le plus parfait, les champs quantiques ne peuvent rester totalement immobiles. Ils fluctuent, tremblent, comme s'ils étaient traversés par un souffle éternel. Ces fluctuations donnent naissance à des paires de particules virtuelles qui surgissent, existent une fraction de seconde, puis s'annihilent. C'est comme si le vide respirait, comme si, au lieu d'un silence absolu, il contenait la rumeur inaudible d'un océan souterrain. Des preuves concrètes. Tu pourrais croire qu'il ne s'agit là que de spéculation,
Mais non, le vide quantique se manifeste bel et bien et nous avons des preuves tangibles. L'un des exemples les plus fascinants est l'effet Casimir. Imagine deux plaques métalliques placées face à face dans le vide. Les particules virtuelles, qui apparaissent et disparaissent partout, n'ont pas la même liberté de mouvement entre les plaques qu'à l'extérieur. Résultat, une pression se crée et les plaques sont attirées l'une vers l'autre. Ce n'est pas de la magie, c'est l'énergie du vide, mesurable et réelle. Un autre indice vient de l'effet Lamb, une subtile modification du spectre de l'hydrogène causée par les fluctuations du vide. Ces petits décalages, observés en laboratoire, prouvent que l'espace vide est tout sauf passif. Enfin, il y a la plus grande preuve de toutes, l'univers lui-même. Car le vide quantique aurait joué un rôle décisif dans sa naissance. Le vide, créateur de mondes. Selon la théorie de l'inflation cosmique, l'univers, quelques fractions de secondes après le Big Bang, a connu une expansion fulgurante, multipliant sa taille d'un facteur inimaginable. Qu'est-ce qui aurait alimenté une telle croissance? Justement, l'énergie du vide. C'est ce que les cosmologistes appellent le champ inflaton, une énergie contenue dans le vide primordial qui aurait gonflé l'espace comme une bulle. Quand cette énergie s'est dissipée, elle a libéré la matière et le rayonnement qui forment notre cosmos. En d'autres termes, le vide n'est pas seulement une toile de fond, il est l'acteur principal de la création. Sans lui, pas d'univers, pas de galaxie, pas de nous. Le paradoxe de l'énergie noire. Mais ce n'est pas tout. Le vide quantique est peut-être aussi responsable de l'expansion accélérée dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Car ce que nous appelons énergie noire pourrait être, en réalité, une manifestation de l'énergie du vide. Voici le paradoxe. Quand les physiciens calculent la densité d'énergie du vide à partir de la mécanique quantique, ils trouvent une valeur absolument gigantesque. Des milliards de fois plus grande que ce que nous observons. Si ce calcul était correct, l'univers se serait déjà effondré ou dispersé dans un chaos absolu. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Nous sommes là. L'univers s'étend, certes, mais de manière mesurée. Ce décalage entre la théorie et l'observation est sans doute le plus grand mystère de toute la physique moderne. Les scientifiques l'appellent le problème de la constante cosmologique. Et il reste entier. Des mondes qui naissent du vide. Et si, finalement, le vide n'était pas une fin, mais un commencement permanent? Certains physiciens pensent que le vide quantique pourrait engendrer sans cesse de nouveaux univers. Comme une mer infinie, où, de temps à autre, des bulles se forment et grossissent avant de se détacher. Chacune de ces bulles pourrait être un univers avec ses propres lois, sa propre histoire, son propre destin. Le nôtre ne serait alors qu'une bulle parmi d'innombrables autres. Ce concept, appelé multivers, reste hypothétique. Mais il découle naturellement de la logique quantique. Car si le vide peut fluctuer ici, pourquoi ne le ferait-il pas ailleurs, engendrant des réalités multiples, le vide et la conscience? À ce stade, une autre question surgit, plus dérangeante, encore. Si le vide est plein d'énergie, s'il est la matrice de tout, peut-il avoir un lien avec la conscience elle-même? Certains physiciens et philosophes osent le suggérer. Ils imaginent que la conscience pourrait émerger non pas seulement de la complexité du cerveau, mais d'une interaction profonde avec les fluctuations du vide. Comme si chaque pensée, chaque sensation était une résonance de ce champ fondamental. Nous n'avons pas de preuves pour cela. Mais l'idée est vertigineuse. Le vide ne serait pas seulement la toile de fond de l'univers matériel, mais aussi la racine de l'esprit. Une invitation à voir autrement, alors le vide quantique est-il un abîme ou une source, un néant ou un océan? Tout dépend du regard. Si tu le vois comme un espace où il n'y a rien, tu passes à côté de son secret.
Mais si tu comprends qu'il est rempli de potentialités, tu entrevois qu'il est, peut-être, la clé de tout. Le vide n'est pas le contraire de l'être. Il est ce qui permet à l'être d'exister. Il n'est pas une absence, mais une promesse. Et cela, c'est peut-être la plus grande révélation que la physique moderne nous ait donnée. Au cœur même du silence, il y a une musique. Au cœur même du vide, il y a une énergie infinie. Ainsi se termine ce chapitre. Mais ce n'est qu'une étape. Dans le prochain, nous explorerons une idée encore plus troublante, celle que notre univers n'est peut-être qu'un parmi d'innombrables autres. Alors, reste avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Et si ces mystères t'émerveillent autant que moi, abonne-toi si tu as aimé la vidéo, car ensemble, nous allons franchir les frontières de la connaissance. Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Tu lèves ton regard vers le ciel nocturne, tu vois des milliards d'étoiles, des galaxies innombrables, des nébuleuses qui enflamment le vide de leurs couleurs irréelles. Tu te dis, c'est immense, infini peut-être. Mais si tout cela, aussi vaste que cela paraisse, n'était en réalité qu'une bulle perdue dans une mer sans rivage, entourée d'innombrables autres bulles, chacune un univers à part entière, avec ses propres lois, sa propre histoire, ses propres étoiles. Voilà l'idée vertigineuse du multivers. D'où vient cette hypothèse? L'idée que notre univers n'est pas unique, n'est pas né de la science-fiction, mais de la physique la plus sérieuse. Elle trouve son origine dans la mécanique quantique et dans la cosmologie moderne. Tout commence avec l'inflation cosmique, ce phénomène qui, une fraction de seconde après le Big Bang, aurait gonflé l'univers à une vitesse inimaginable. Selon certains modèles, cette inflation ne se serait pas produite partout de la même manière. Des régions entières auraient continué à s'étendre indépendamment, formant de nouvelles bulles d'univers. Résultat, notre cosmos observable ne serait qu'une bulle parmi d'innombrables autres, chacune séparée par des océans d'espace en expansion. Les différents types de multivers. Les scientifiques distinguent de plusieurs scénarios. Le multivers inflationnaire, issu du modèle d'Alan Guth, et Andrei Linde, où l'inflation produit des univers bulles en continu. Le multivers quantique, conséquence de l'interprétation des mondes multiples d'Everett, 1957. À chaque événement quantique, l'univers se divise en différentes versions de lui-même, chacune réalisant une possibilité différente. Le multivers de dimension cachée, proposé par la théorie des cordes, où notre univers ne serait qu'une brane, dans un espace à dimension supplémentaire, voisin d'autres univers invisibles. Le multivers mathématique, idée de Max Tegmark, selon laquelle toutes les structures mathématiques cohérentes existent réellement quelque part. Chacun de ces modèles est spéculatif, mais tous convergent vers une intuition. Ce que nous voyons n'est peut-être qu'une petite partie d'une réalité infiniment plus vaste. Les implications troublantes. Si le multivers existe, alors les conséquences sont vertigineuses. Dans un autre univers, les lois de la physique pourraient être totalement différentes. Pas d'atomes, pas d'étoiles, pas de vie telle que nous la connaissons. Dans un autre, les constantes seraient légèrement modifiées. Une gravité plus forte, une lumière différente, un temps qui s'écoule autrement. Et dans certains, peut-être, tout serait presque identique au nôtre. Au point que tu pourrais exister ailleurs, une autre version de toi, faisant des choix différents, vivant une autre vie. Est-ce folie d'y croire? Ou bien est-ce folie de penser que le nôtre est le seul univers possible? Le paradoxe de l'observation. Le problème du multivers est qu'il semble par définition inobservable. Comment voir au-delà de notre bulle cosmique si rien ne peut franchir la frontière de l'espace en expansion? Pourtant, certains chercheurs espèrent trouver des indices. Par exemple, si une autre bulle était entrée en collision avec la nôtre dans le passé,
Elle aurait pu laisser une trace dans le fond diffus cosmologique, cette lumière fossile du Big Bang que nous observons encore aujourd'hui. D'autres cherchent des signatures dans les constantes fondamentales. Si celles-ci semblent réglées de façon presque miraculeuse pour permettre la vie, c'est peut-être parce qu'il existe d'innombrables univers et que nous vivons simplement dans l'un de ceux où les conditions le permettent. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Non pas que l'univers ait été conçu pour nous, mais que parmi la multitude des univers possibles, seuls ceux compatibles avec l'existence d'observateurs sont perçus. Entre science et philosophie, le multivers se situe à la frontière. Pour certains, il relève de la métaphysique, voire de la spéculation. Pour d'autres, il est la conclusion logique de théories solides. Mais quelle que soit la position, une chose est certaine, l'idée du multivers change radicalement notre vision du monde. Elle détrône notre univers de son statut unique, comme Copernic avait détrôné la Terre de son centre cosmique. Penser au multivers, c'est accepter que notre réalité n'est peut-être qu'une parmi d'autres, que notre histoire est une variation parmi une infinité. L'écho dans la conscience. Et si cette idée nous trouble tant, c'est peut-être parce qu'elle résonne avec une intuition profonde. Nous avons tous imaginé des vies parallèles. Et si j'avais fait un autre choix? Et si je n'étais pas parti ce jour-là? Et si j'avais dit oui au lieu de non? Le multivers donne une réponse vertigineuse. Ces vies existent peut-être réellement dans d'autres univers. Tu es peut-être ailleurs, en train de lire un autre livre, d'aimer une autre personne, de vivre une autre destinée. Et cela nous ramène à une vérité essentielle. La réalité est bien plus vaste que ce que nous voyons. L'infini démultiplié. Au fond, le multivers est une manière de rendre l'infini encore plus infini. Non seulement l'espace s'étend à perte de vue, mais il pourrait exister d'innombrables espaces parallèles. Non seulement le temps coule ici, mais il pourrait s'écouler différemment ailleurs. Nous pensions avoir élargi notre horizon en découvrant des galaxies lointaines. Mais le multivers nous dit que ce n'était qu'un premier pas et que l'horizon véritable est sans bornes. Une question sans réponse, pour l'instant. Alors, le multivers existe-t-il vraiment? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Peut-être que, par essence, il nous est inaccessible. Mais peut-être aussi que des indices discrets nous attendent, cachés dans la texture même de la réalité. La science, après tout, avance toujours ainsi, en cherchant l'impossible, en questionnant l'inconcevable. Ce qui est spéculation aujourd'hui peut devenir évidence demain. Et toi, que penses-tu? Préfères-tu croire en un univers unique, clos sur lui-même, ou bien en un océan infini de mondes parallèles? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, notre soif de comprendre ne connaît pas de limites. Et tant que nous poserons des questions, l'univers ou les univers continueront à s'ouvrir devant nous. Lève les yeux vers le ciel. Il te paraît plat, infini, comme une toile sans bord. Mais ce que tu vois n'est qu'une illusion, car l'espace n'est pas neutre. Il n'est pas une scène figée où les étoiles joueraient leur rôle immobile. L'espace est un acteur à part entière. Il se déforme, se plie, s'étire et se contracte. Nous vivons dans une réalité où la géométrie n'est pas simple. Elle est cachée, tordue par des forces invisibles. Les galaxies ne flottent pas seulement dans un vide abstrait. Elles suivent les courbes tracées par l'espace lui-même. Comprendre cette géométrie, c'est lever le voile sur la véritable nature du cosmos. Einstein et la révolution de la courbure. En 1915, Albert Einstein publia sa théorie de la relativité générale. Son idée, radicale, bouleversa à jamais notre conception de l'univers. Jusqu'alors, la gravité était vue comme une force mystérieuse
qui attiraient les masses les unes vers les autres, selon les lois de Newton. Mais Einstein proposa une vision totalement différente. La gravité n'est pas une force, mais une courbure de l'espace-temps. Imagine un drap tendu. Pose une boule lourde dessus. Le drap s'affaisse. Place une bille plus petite à proximité. Elle roule vers la boule, non pas parce qu'une force la tire directement, mais parce que le tissu lui-même est déformé. Voilà ce que fait la gravité. Les planètes tournent autour du Soleil parce qu'elles suivent la courbure de l'espace-temps créé par son immense masse. L'espace n'est pas plat. L'intuition humaine nous pousse à imaginer un univers plat, avec des lignes droites infinies. Mais Einstein nous apprend que ces lignes droites sont en fait des géodésiques, des chemins dictés par la courbure de l'espace-temps. Cela signifie que ce que nous appelons ligne droite n'existe que localement. À grande échelle, tout est courbe. Et cette courbure n'est pas abstraite, elle se manifeste chaque jour. La lumière des étoiles, par exemple, est déviée lorsqu'elle passe près du Soleil. Ce phénomène, observé pour la première fois lors d'une éclipse en 1919, confirma la théorie d'Einstein et fit de lui une célébrité mondiale. L'espace n'était plus une toile rigide, mais un tissu élastique, la forme de l'univers. Mais si l'espace se courbe localement, quelle est sa forme à grande échelle? L'univers tout entier est-il plat, sphérique ou en selle? Les cosmologistes distinguent 3 géométries possibles. Univers fermé, sphérique. Comme la surface d'une sphère, il est fini mais sans bord. Voyager assez longtemps en ligne droite te ramènerait à ton point de départ. Univers ouvert, hyperbolique. Comme une selle, il s'étend à l'infini dans toutes les directions. Univers plat, euclidien, il s'étend indéfiniment, et les lois de la géométrie classique s'appliquent à grande échelle. Les mesures du fond diffus cosmologique, cette lumière fossile du Big Bang, suggèrent que notre univers est presque parfaitement plat. Mais ce presque cache encore des incertitudes, car une légère courbure pourrait exister à des échelles que nous ne pouvons pas encore sonder. Les illusions de la courbure. La courbure de l'espace ne se contente pas de déformer la trajectoire des planètes ou de la lumière. Elle déforme aussi notre perception du réel. Un exemple spectaculaire est celui des lentilles gravitationnelles. Lorsqu'une galaxie massive se trouve entre nous et une source lumineuse lointaine, sa gravité courbe la lumière et agit comme une loupe cosmique. Nous voyons alors des images déformées, multipliées, parfois en forme d'arcs lumineux. C'est une illusion, certes, mais une illusion utile. Car grâce à ces lentilles, nous pouvons observer des galaxies autrement invisibles, situées aux confins de l'univers observable. Ainsi, l'espace ne nous montre pas seulement ce qu'il est, il nous trompe, et ce mensonge devient un outil de connaissance. Les trous noirs, la courbure extrême. À l'extrême de cette logique se trouvent les trous noirs. Ce sont des régions où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Là, même la lumière ne peut s'échapper. Un trou noir n'est pas un objet dans l'espace, c'est une déchirure dans la géométrie de l'espace-temps. Une singularité où nos équations cessent de fonctionner. Et pourtant, paradoxalement, ces monstres cosmiques ne sont pas de simples abîmes destructeurs. Ils jouent un rôle central dans l'évolution des galaxies, dans la dynamique de l'univers et peut-être même dans la naissance de nouveaux mondes. Certains physiciens imaginent que l'intérieur d'un trou noir pourrait être la graine d'un nouvel univers, relié au nôtre par un pont d'Einstein-Rosen, un trou de verre. La courbure extrême ouvre alors la possibilité d'autres réalités, cachées derrière l'horizon des événements. Quand la géométrie devient cosmologie. Comprendre la géométrie de l'espace, ce n'est pas un simple exercice abstrait, c'est répondre à des questions fondamentales. L'univers est-il infini ou fini? A-t-il un bord ou bien se referme-t-il sur lui-même?
Peut-il contenir d'autres régions inaccessibles, d'autres mondes au-delà de notre horizon? Chaque réponse change radicalement notre vision de la réalité. Un univers fermé ressemble à une bulle finie, rassurante. Un univers ouvert évoque un vertige sans limite. Et un univers plat suggère une neutralité infinie, mais peut-être provisoire. La conscience face aux illusions. Pourquoi ces questions nous fascinent-elles autant? Parce qu'elles touchent à notre perception intime. Nous croyons vivre dans un monde stable, plat, où les distances sont absolues. Mais la science nous apprend que tout est relatif, que la réalité est tordue par des forces invisibles. Cela nous déstabilise, mais aussi nous libère. Car si l'espace lui-même est une illusion mouvante, alors rien n'est figé. Tout peut se transformer, se plier, se réinventer. La géométrie cachée de l'univers n'est pas seulement une curiosité scientifique. Elle est un miroir. Elle nous montre que la réalité est plus souple que nous ne l'imaginons et que nos certitudes ne sont que des approximations, courbures et destins. Alors, quelle est la véritable forme de l'univers? Peut-être ne la saurons-nous jamais. Peut-être que notre horizon d'observation sera toujours trop étroit pour englober la totalité. Mais ce qui est certain, c'est que la courbure est partout. Chaque fois que tu lèves les yeux vers le ciel, tu contemples un espace tordu par des masses invisibles, par des énergies inconnues. Tu regardes un tissu qui se plie sous son propre poids, un théâtre où les illusions sont plus réelles que les certitudes. Et toi, comment te représentes-tu cet espace? Plat comme une carte, courbé comme une sphère, ou bien infini, sans géométrie fixe? Quoi qu'il en soit, la vérité est peut-être plus étrange encore, car après avoir exploré la courbure de l'espace, une autre énigme nous attend, celle du temps lui-même. Car l'espace et le temps ne font qu'un, et si l'espace peut se plier, le temps peut-il aussi se courber? Peut-il s'inverser? Peut-il s'arrêter? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Ferme un instant les yeux et imagine que tout s'arrête. Les étoiles suspendues, les planètes figées dans leur course, les battements de ton cœur interrompus dans un silence absolu. Que resterait-il? Un espace immobile, oui, mais aussi une sensation troublante, celle d'avoir perdu le fil du temps. Le temps est partout et nulle part. Nous le mesurons avec des horloges, nous le sentons s'écouler dans nos vies. Nous voyons ses marques dans les rides du visage ou la lumière fatiguée des étoiles. Mais qu'est-il en réalité? Est-ce une rivière qui coule inexorablement? Une illusion née de notre conscience? Ou bien une dimension aussi réelle que l'espace, mais que nous ne comprenons pas encore? Dans ce chapitre, nous allons plonger au cœur de ce mystère, explorer la flèche du temps, ses paradoxes et l'idée vertigineuse de l'éternité. Le temps comme expérience humaine. Depuis toujours, les humains ont ressenti le temps comme une force irréversible. Le soleil se lève, se couche, les saisons passent, les enfants grandissent, les fleurs se fanent. Tout change et nous appelons ce changement temps. Saint Augustin écrivait déjà au IVe siècle « Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à qui me le demande, je ne le sais plus. » Nous croyons comprendre le temps parce que nous le vivons. Mais dès que nous cherchons à le définir, il se dérobe. Le temps selon la physique classique. Pour Newton, le temps était absolu. Il s'écoulait de manière uniforme, indépendamment des événements. Un cadre rigide, universel, dans lequel la matière se déplaçait. Cette vision nous rassure. Elle correspond à notre intuition quotidienne, mais au XXe siècle, elle fut brisée par Einstein. Einstein et la relativité du temps. La relativité restreinte, 1905, introduisit une idée stupéfiante. Le temps n'est pas le même pour tous. Il dépend de la vitesse à laquelle tu te déplaces. Si tu voyages proche de la vitesse de la lumière,
ton temps s'écoule plus lentement que celui de quelqu'un resté immobile. C'est ce que l'on appelle la dilatation du temps. La relativité générale, 1915, alla plus loin. La gravité elle-même courbe le temps. Près d'un corps massif comme un trou noir, le temps ralentit. Pour un observateur extérieur, un objet qui tombe vers l'horizon des événements semble se figer à jamais. Ces effets ne sont pas de simples théories, ils sont mesurés dans les satellites GPS, qui doivent corriger la différence de temps entre la Terre et l'orbite pour fonctionner correctement. Ainsi, le temps n'est pas une rivière uniforme. C'est une dimension souple, malléable, sensible à la vitesse et à la gravité. La flèche du temps. Mais si le temps est relatif, pourquoi avons-nous l'impression qu'il va toujours dans la même direction, du passé vers l'avenir? C'est ce que les physiciens appellent la flèche du temps. Elle est liée à un principe fondamental, l'entropie. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie, le désordre, tend toujours à augmenter. Un verre qui tombe se brise, mais les morceaux ne se recollent jamais spontanément. Les œufs se cassent, mais ne se reforment pas. C'est cette irréversibilité qui donne au temps sa direction apparente. Nous nous souvenons du passé, jamais de l'avenir, parce que l'entropie croît. Mais là encore, il y a un paradoxe, car les lois fondamentales de la physique sont, elles, réversibles. Les équations fonctionnent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Alors pourquoi le temps semble-t-il avoir une seule direction? Les paradoxes du temps. Cette question ouvre la porte à des réflexions vertigineuses. Les voyages dans le temps. Si le temps est une dimension, pourquoi ne pas voyager dans le passé comme nous voyageons dans l'espace? La relativité autorise des solutions mathématiques où des courbes fermées du temps permettent de revenir en arrière. Mais cela crée des paradoxes célèbres. Si tu retournes dans le passé et empêches ta naissance, comment pourrais-tu avoir voyagé jusque-là? Les univers parallèles. Pour résoudre ces paradoxes, certains physiciens invoquent l'idée des mondes multiples. Chaque fois que tu changes le passé, tu ne modifies pas ton univers, mais tu crées une nouvelle branche de réalité. Le présent est-il réel? Certains pensent que passé, présent et futur existent simultanément. Selon cette vision, appelée éternalisme, le temps n'est pas une rivière qui coule, mais un bloc figé où tout est déjà écrit. Ce que nous appelons présent ne serait qu'une illusion liée à notre conscience. Le temps et la conscience. C'est ici que la science rencontre la philosophie, car notre perception du temps est intimement liée à notre esprit. Pourquoi ressentons-nous l'écoulement du temps? Pourquoi avons-nous l'impression que le présent glisse vers le futur? Peut-être que ce n'est pas le temps qui s'écoule, mais nous. Notre conscience, comme un projecteur, illumine successivement des instants figés, créant l'illusion du mouvement. Certains chercheurs suggèrent que le temps pourrait être une construction cognitive. Le cerveau assemblerait les perceptions pour donner une continuité, comme un film projeté image par image. Cela signifie que le temps pourrait n'exister que comme expérience et non comme réalité objective. Vers l'éternité, et si le temps n'existait pas du tout? C'est l'idée radicale de certains physiciens comme Julian Barbour, qui défend que la réalité est composée d'instants immuables et que le temps est une illusion créée par le lien entre eux. Dans cette vision, nous vivons dans un éternel présent, une mosaïque infinie où tous les moments existent déjà. La mort, le futur, le passé, tout serait simultané, inscrit dans la structure même de l'univers. D'autres théories, issues de la gravité quantique, suggèrent que le temps pourrait émerger de phénomènes plus fondamentaux. Le temps ne serait pas un cadre, mais une conséquence. L'étrangeté ultime. Ainsi, le temps est peut-être la plus grande illusion de toutes. Nous le ressentons comme une flèche, mais il pourrait être un cercle.
Nous le croyons linéaire, mais il pourrait être fractal. Nous pensons le subir, mais peut-être le créons-nous en l'observant. Et si l'univers, sans conscience pour l'habiter, n'avait tout simplement pas de temps? Le mystère du temps nous échappe encore. Mais il nous invite à une réflexion essentielle. Nous ne sommes pas seulement des voyageurs à travers le temps, nous sommes aussi ses créateurs, ses témoins, ses poètes. Et toi, comment vois-tu cette énigme? Crois-tu que le temps est une réalité absolue, une rivière inexorable, ou bien une illusion née de ton esprit? La conscience et l'univers, l'esprit comme miroir du cosmos. Ferme les yeux un instant et pense à ceci. Tout ce que tu perçois, les étoiles, la lumière, le temps qui s'écoule, même ton propre corps, n'existe pour toi qu'à travers ton esprit. L'univers entier ne t'apparaît qu'en tant qu'expérience intérieure, un miroir de ta conscience. Alors, pose-toi cette question vertigineuse. L'univers existe-t-il sans la conscience qui l'observe? Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur le lien mystérieux entre l'esprit et le cosmos. Les religions y voient une âme, les philosophes y cherchent un sens, et les scientifiques tentent d'y trouver des équations. Mais à chaque fois, la même énigme se dresse. Comment quelque chose d'aussi immatériel que la conscience peut-il naître d'un univers matériel? La conscience, ce mystère quotidien, nous vivons avec elle à chaque seconde, et pourtant elle nous échappe. Tu sais que tu es conscient, mais tu ne peux pas définir exactement ce qu'est la conscience. Est-ce la capacité de ressentir, d'avoir une expérience subjective, d'être soi? Les neurosciences décrivent l'activité des neurones, les échanges chimiques dans le cerveau. Mais aucune équation, aucune imagerie cérébrale n'explique pourquoi une activité électrique se transforme en sensation de couleur, en émotion, en pensée. C'est ce que les philosophes appellent le problème difficile de la conscience, comprendre comment le subjectif émerge de l'objectif. L'univers quantique et l'esprit. Au 20e siècle, la mécanique quantique a introduit un trouble supplémentaire. Ces équations décrivent des probabilités, des superpositions d'états. Mais au moment de la mesure, une seule réalité s'actualise. Certains physiciens, comme John von Neumann ou Eugen Wegener, ont proposé que la conscience joue un rôle dans ce processus. Quel serait le déclencheur du collapse de la fonction d'onde, celui qui transforme les potentialités en faits? Si c'est vrai, cela signifie que la conscience ne se contente pas d'observer l'univers. Elle y participe, elle en est un ingrédient fondamental. D'autres rejettent cette idée, préférant des explications sans esprit. Mais la question demeure. Pourquoi l'univers ne se manifeste-t-il que lorsqu'il est mesuré? La conscience comme propriété cosmique. Et si la conscience n'était pas une simple émergence du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? C'est l'idée du panpsychisme. Chaque particule, chaque champ aurait une forme rudimentaire de subjectivité, une étincelle de conscience. L'esprit humain ne serait alors que la forme la plus complexe de ce principe universel. D'autres théories, comme l'hypothèse de l'information intégrée, AIT, de Giulio Tononi, suggèrent que la conscience est liée à la capacité d'un système à traiter l'information de manière unifiée. Dans ce cas, l'univers, gigantesque réseau d'informations, pourrait lui-même être porteur de conscience. L'univers conscient? Certains cosmologistes vont plus loin encore. Et si l'univers entier était une forme d'esprit? Pas au sens religieux ou mystique, mais au sens où sa structure, ses lois et son évolution contiennent en elles-mêmes la possibilité de la conscience. Cette idée résonne avec l'intuition de nombreux penseurs, de Spinoza à Teilhard de Chardin, qui voyait l'univers comme une totalité vivante, tendant vers une conscience globale. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas des étrangers dans le cosmos. Nous sommes ses yeux, ses oreilles, sa mémoire. À travers nous, l'univers prend conscience de lui-même. Les illusions de l'ego. Mais alors,
qui est ce moi qui observe? Est-ce une entité, séparée, ou une illusion créée par le cerveau? Les sciences cognitives tendent à montrer que l'ego est une construction, un récit que le cerveau invente pour donner une cohérence à nos expériences. En réalité, il n'y aurait pas de centre fixe, mais un flux constant de perceptions et de pensées. Cette vision rejoint certaines philosophies orientales, comme le bouddhisme, qui affirment que le moi est une illusion, que la conscience n'appartient pas à un individu, mais qu'elle est une dimension universelle dans laquelle nous baignons. Ainsi, l'esprit ne serait pas un produit de l'univers, il serait l'univers se regardant lui-même. La conscience et le temps. Nous avons vu au chapitre précédent que le temps pourrait être une illusion. Or, la conscience elle-même est intimement liée au temps. Nous percevons le présent, nous nous souvenons du passé, nous anticipons l'avenir. Mais qu'est-ce que ce présent, sinon un point insaisissable que notre esprit construit en permanence? Certains chercheurs pensent que la conscience est un processus qui assemble les événements dispersés pour en faire une continuité. Sans conscience, il n'y aurait peut-être pas de flux du temps. Cela signifie que le temps tel que nous le vivons est peut-être une création de l'esprit. L'univers existerait comme un bloc figé et la conscience en déroulerait les instants comme un film image par image. La conscience est le vide. Revenons au vide quantique, ce bouillonnement d'énergie invisible. Et si la conscience était liée à ces fluctuations fondamentales? Roger Penrose, prix Nobel de physique, a proposé avec Stuart Hameroff une hypothèse controversée. La conscience pourrait émerger des effets quantiques dans les microtubules des neurones. Selon eux, l'esprit ne serait pas une simple machine biologique, mais une interaction profonde avec la structure quantique de l'univers. Si cela s'avère vrai, alors chaque pensée, chaque émotion serait littéralement connectée au tissu cosmique. Et si l'esprit survivait? Cette question, éternelle, se pose alors. Si la conscience est liée à l'univers tout entier, peut-elle exister indépendamment du corps? Certaines expériences de mort imminente, certains phénomènes inexpliqués alimentent ce débat. La science n'a pas de réponse définitive. Mais si la conscience n'est pas seulement un produit du cerveau, si elle est enracinée dans la réalité quantique, alors peut-être qu'elle ne s'éteint pas totalement avec nous. Ce n'est pas une preuve, mais une possibilité vertigineuse. L'esprit comme miroir du cosmos. Au fond, la conscience est le mystère qui englobe tous les autres. Nous cherchons à comprendre l'univers, mais nous ne pouvons le faire qu'à travers elle. Elle est notre seul instrument de connaissance et en même temps la plus grande énigme de toutes. Peut-être que l'univers n'a pas de sens en dehors de la conscience qui le contemple. Peut-être que, comme un miroir, il ne se révèle que lorsqu'un regard s'y pose. Et si c'était cela, le grand secret, que l'univers et la conscience ne sont pas deux réalités séparées, mais une seule et même danse, deux faces d'un même mystère. Alors, toi qui écoutes ces mots, que penses-tu? La conscience est-elle un simple accident biologique ou bien le cœur même de la réalité? Quoi qu'il en soit, la quête continue. Car, après avoir exploré l'esprit comme miroir du cosmos, une autre énigme nous attend. Et si la réalité elle-même n'était qu'une illusion? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. L'univers holographique, quand la réalité n'est qu'une projection. Ferme les yeux et imagine ceci. Tu regardes autour de toi, tu touches ton corps, tu observes les murs, le ciel, les étoiles. Tout te semble solide, concret, indiscutable. Mais si, en vérité, tout cela n'était qu'une illusion? Et si l'univers lui-même n'était pas ce qu'il paraît être, mais une simple projection, une image codée sur une surface invisible comme un hologramme géant? Cette idée vertigineuse, connue sous le nom de principe holographique, est l'une des plus fascinantes de la physique moderne. Elle suggère que notre réalité en 3 dimensions pourrait être l'ombre d'une réalité plus profonde,
inscrite sur les confins de l'univers. D'où vient cette hypothèse? L'histoire commence avec une énigme redoutable, celle des trous noirs. Dans les années 1970, Jacob Bekenstein et Stephen Hawking ont découvert que les trous noirs possédaient une entropie, une mesure du désordre ou de l'information. Mais cette entropie n'était pas proportionnelle à leur volume, comme on aurait pu l'imaginer, mais à la surface de leur horizon des événements. Autrement dit, l'information contenue dans un trou noir semble être stockée sur sa surface et non à l'intérieur. C'était une révélation. Et si ce principe ne concernait pas seulement les trous noirs, mais l'univers entier? Le principe holographique. Dans les années 1990, le physicien Gerard 't Hooft et le prix Nobel Leonard Susskind ont formulé le principe holographique. Toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être décrite par des données inscrites sur sa frontière. Imagine un hologramme, une image en 2 dimensions qui contient toutes les informations nécessaires pour créer une illusion en 3 dimensions. De même, notre univers, en 3D, avec le temps comme 4e dimension, pourrait être une projection d'informations codées sur une surface lointaine, peut-être l'horizon cosmologique. L'appui de la théorie des cordes. Cette idée a trouvé un appui solide avec la théorie des cordes, et plus particulièrement avec la célèbre correspondance ADS-CFT proposée par Joan Maldacena en 1997. Selon cette correspondance, un univers avec gravité dans un espace à 3 dimensions peut être équivalent à une théorie sans gravité inscrite sur sa frontière à 2 dimensions. C'est comme si les lois de la physique que nous observons ici n'étaient qu'une version projetée d'une réalité plus fondamentale écrite ailleurs. Et si nous vivions dans une projection? Si le principe holographique est vrai, alors tout ce que nous vivons, chaque atome, chaque étoile, chaque pensée, ne serait que l'image tridimensionnelle d'un code bidimensionnel. Cela ne signifie pas que le monde est faux, comme dans un film de science-fiction. Mais cela signifie que la réalité telle que nous la percevons n'est pas la réalité ultime. Ce que nous appelons espace et temps pourrait n'être qu'une émergence, une illusion née d'un codage plus profond. C'est une idée dérangeante. Nous vivons dans un hologramme, sans même le savoir. Les implications vertigineuses. Si l'univers est holographique, cela résout certains paradoxes, notamment celui de l'information des trous noirs. Rien n'est perdu. L'information serait stockée à la surface. Cela ouvre aussi des perspectives philosophiques troublantes. Car si tout est projection, alors qu'est-ce que le réel? Est-ce ce que nous voyons ou ce qui est codé en arrière-plan? C'est un peu comme regarder un film. Tu vois des personnages, des paysages, une histoire. Mais derrière l'écran, tout cela n'est qu'une suite de données numériques. Et si notre univers fonctionnait de la même manière? L'univers comme simulation. À ce stade, une autre hypothèse surgit naturellement. Et si notre réalité n'était pas seulement un hologramme, mais une simulation? Des penseurs comme Nick Bostrom ont avancé l'idée que si une civilisation suffisamment avancée pouvait simuler un univers entier, alors il est statistiquement plus probable que nous vivions dans une simulation que dans la réalité de base. Cette hypothèse reste spéculative, mais elle pousse la réflexion encore plus loin. Peut-être que ce que nous appelons « lois de la nature » ne sont que les règles d'un programme cosmique. La conscience dans un univers holographique. Mais alors, où se situe la conscience dans cette vision? Est-elle aussi une projection? Une illusion née du code sous-jacent? Certains pensent que non, que la conscience est justement la clé qui relie l'image à la réalité profonde. Comme si l'esprit était capable de percevoir, parfois, l'écho de cette dimension plus fondamentale. Cela rejoint certaines traditions spirituelles qui affirment depuis des millénaires que le monde visible n'est qu'un voile, une illusion.
Maya dans la philosophie indienne, et que seule la conscience peut accéder à la réalité ultime. Le miroir cosmique. Le principe holographique nous place face à un vertige. Peut-être que nous ne voyons jamais l'univers tel qu'il est. Peut-être que ce que nous appelons réalité n'est qu'un reflet, une ombre projetée sur les murs de notre perception. Platon, dans son allégorie de la caverne, décrivait déjà cette intuition. Nous voyons des ombres, mais non la réalité qui les projette. Aujourd'hui, la physique moderne nous dit quelque chose de similaire. Et si notre rôle, en tant qu'être conscient, était justement de chercher à voir au-delà des ombres? Un univers plus vaste encore. Le principe holographique ne réduit pas la réalité. Au contraire, il l'élargit. Il nous dit que derrière ce que nous percevons, il existe un ordre plus profond, une dimension où l'information est première. Cela signifie que notre quête scientifique n'est pas vaine. Chaque fois que nous décryptons une loi, nous décodons un peu plus de ce grand hologramme. Chaque découverte est une fissure dans le voile. Et peut-être qu'un jour, nous comprendrons enfin ce qui se trouve au-delà de la projection. Alors, toi qui écoutes ces mots, que crois-tu? Vivons-nous dans un univers solide et réel ou dans une projection codée au-delà de notre compréhension? Et si tout ce que nous voyons n'était qu'un reflet, serions-nous prêts à accepter la vérité derrière le miroir? Les paradoxes de l'infini. Quand la raison se perd. Imagine un instant que tu marches dans un désert sans fin. À chaque pas, l'horizon s'éloigne, toujours plus loin, toujours hors de portée. Tu crois t'approcher d'une limite, mais il n'y en a pas. Voilà ce qu'est l'infini. Une idée qui fascine, mais qui échappe toujours à notre raison. L'infini est partout en cosmologie. L'univers est-il infini? Le temps s'étend-il sans début ni fin? Y a-t-il une infinité d'univers parallèles? Mais chaque fois que nous essayons de comprendre, notre esprit trébuche. Car l'infini n'est pas un nombre, c'est une énigme. Les premières intuitions. Depuis l'Antiquité, l'infini trouble la pensée humaine. Les Grecs s'y confrontaient déjà. Aristote refusait l'idée d'un infini actuel. Pour lui, l'infini ne pouvait exister qu'en puissance, comme une possibilité de continuer toujours plus loin, mais jamais comme une réalité achevée. Zénon d'Élée, lui, multipliait les paradoxes. Dans sa célèbre dichotomie, il affirmait que pour parcourir une distance, il faut d'abord en parcourir la moitié, puis la moitié de ce reste, et ainsi de suite. Ce processus est infini, donc le mouvement semble impossible, et pourtant, nous marchons. Ces paradoxes révèlent la difficulté de penser l'infini avec un esprit limité. Les infinis en mathématiques. Au XVIIe siècle, le calcul infinitésimal de Newton et Leibniz donna un outil pour manipuler l'infini. Mais c'est au XIXe siècle que Georg Cantor bouleversa tout. Il montra qu'il existe plusieurs tailles d'infini. Les tasins entiers, 1 entier 2, entier 3, forment un ensemble infini. Mais les nombres réels, avec leurs décimales infinies, forment un infini encore plus grand. Ainsi, il y a une hiérarchie des infinis, une infinité d'infinis. Cette découverte provoqua autant d'admiration que de vertige. Comment concevoir que l'infini lui-même puisse être comparé, ordonné, mesuré? L'infini en cosmologie? En cosmologie, la question est encore plus troublante. L'espace. Notre univers est-il infini ou fini? Si infini, il contiendrait une infinité de galaxies, d'étoiles, de planètes, et même une infinité de copies de toi, quelque part, vivant des vies parallèles presque identiques. Le temps. S'il est infini dans le passé, comment sommes-nous arrivés à ce moment précis? Et s'il est infini dans le futur, que devient la matière, la conscience, l'énergie? Le multivers, si d'innombrables univers existent, leur nombre est-il fini ou infini? Et si infini, alors tout ce qui est possible arrive nécessairement, quelque part.
Cette idée est à la fois fascinante et terrifiante, car elle signifie que le hasard disparaît. Dans un infini, tout ce qui peut arriver finit par arriver. Les paradoxes de l'infini. L'infini engendre des contradictions. L'hôtel de Hilbert. Imagine un hôtel avec une infinité de chambres. Même s'il est complet, il peut toujours accueillir de nouveaux clients. Il suffit de déplacer chaque occupant dans la chambre suivante. Résultat, il reste toujours de la place. L'infini est plein et vide à la fois. Les jumeaux cosmiques. Si l'univers est infini, il doit exister quelque part une planète identique à la Terre, avec des êtres identiques à toi, vivant la même vie avec seulement un léger décalage. Est-ce toi ou un autre? Le paradoxe de l'éternité. Si le temps est infini, alors toutes les configurations possibles de la matière se répètent. Ton existence se reproduira, encore et encore, une infinité de fois. Est-ce une promesse d'immortalité ou une prison sans fin? L'infini et la conscience. Pourquoi l'infini nous fascine-t-il autant? Peut-être parce qu'il touche une limite de notre esprit. Nous pouvons concevoir de grands nombres, mais pas l'absence de fin. Nous vivons dans un monde fini, avec des corps finis, une durée finie. L'infini est pour nous une étrangeté absolue, et pourtant, nous en avons l'intuition. En contemplant le ciel nocturne, en imaginant l'univers sans bornes, nous sentons que quelque chose dépasse notre cadre. Peut-être que l'infini est inscrit en nous, comme un écho du cosmos. L'infini est Dieu. Depuis toujours, l'infini a aussi été associé au divin. Dieu est dit infini, sans début, sans fin, omniprésent. Certains voient ce dans l'infini, une preuve de l'existence d'une réalité transcendante. D'autres, au contraire, y voient la négation de tout sens. Un univers infini serait indifférent, sans centre, sans but. L'infini comme miroir. Finalement, l'infini est peut-être moins une réalité physique qu'un miroir de notre ignorance. Chaque fois que nous atteignons une limite, nous projetons derrière elle l'infini, comme si nous ne pouvions accepter une fin absolue. Mais l'infini est aussi une promesse, car il nous dit que, quelles que soient nos limites actuelles, il y a toujours au-delà, toujours un autre horizon, toujours une question nouvelle. Alors, que penses-tu? L'univers est-il infini? Ou notre esprit crée-t-il cette idée pour fuir l'angoisse de la fin? Et si l'infini existait réellement, serais-tu prêt à en affronter les paradoxes? Au-delà du cosmos, réflexion sur l'ultime mystère. Imagine un instant que tu sois arrivé au bord de tout. Tu as franchi les horizons de l'espace, les abîmes du temps, les illusions de la matière et même les vertiges de la conscience. Et là, devant toi, se dresse la question ultime. Qu'y a-t-il au-delà de l'univers? Est-ce le néant absolu? Une mer infinie de multivers? Une réalité inconcevable où nos lois cessent d'exister? Ou bien la réponse est-elle encore plus troublante, qu'il n'y a pas de au-delà, parce que l'univers est, par définition, tout ce qui existe? L'impossibilité de la limite. Depuis le début de notre exploration, nous avons cherché une frontière, un mur, une fin, une réponse. Mais chaque fois que nous croyons l'atteindre, l'horizon recule. L'univers en expansion s'étire sans cesse, le vide bouillonne d'énergie, le temps se révèle malléable, la conscience brouille nos certitudes. Alors, peut-être que le plus grand secret est celui-ci. Il n'y a pas de limite. Ou plutôt, la limite n'est pas dehors, mais en nous. Nous projetons sur le cosmos nos propres besoins de bornes, de début et de fin. Mais l'univers, lui, n'a pas besoin de ces repères. Il est, tout simplement. La science au seuil du mystère. La science a parcouru un chemin immense. Elle nous a donné des télescopes pour scruter les galaxies, des équations pour décrire la gravité, des particules pour sonder la matière.
Elle nous a appris que nous vivons dans un univers en expansion, peut-être plat, peut-être infini, peut-être holographique. Mais à chaque réponse surgit une question plus vaste. Que s'est-il passé avant le Big Bang? Qu'est-ce que l'énergie noire? Comment la conscience émerge-t-elle? Ces questions sont peut-être sans fin, et c'est cela, justement, la beauté du mystère. Chaque limite franchie ouvre un nouveau champ d'exploration, la confrontation avec le néant. Mais il reste une possibilité qui glace. Et si, au-delà, il n'y avait rien? Pas un autre univers, pas une autre dimension. Juste le néant, le silence absolu. C'est une idée difficile à accepter, car notre esprit ne peut pas concevoir rien. Même quand nous essayons, nous imaginons un espace vide, mais c'est encore quelque chose. Le néant est au-delà de notre imagination. Et pourtant, peut-être est-ce là l'ultime vérité. L'univers n'a pas de dehors parce que rien d'autre n'existe. La possibilité d'un au-delà. Mais une autre hypothèse demeure, que notre univers ne soit qu'une étape, une bulle dans un océan plus vaste. Peut-être qu'au-delà de notre horizon cosmologique se cachent d'autres univers, d'autres lois, d'autres formes d'existence. Peut-être que le cosmos est une fractale infinie, où chaque fin ouvre sur un commencement. Dans ce cas, notre quête n'a pas de fin. Chaque réponse mène à une autre. Chaque univers n'est qu'un chapitre d'une histoire plus vaste. L'univers est la conscience, une seule énigme. À ce stade, il devient impossible de séparer l'univers de la conscience, car ce que nous appelons cosmos n'existe pour nous qu'à travers l'esprit qui le contemple. Peut-être que l'univers n'est pas seulement un objet à décrire, mais une relation, une danse entre matière et conscience, entre réalité et perception. Et si le véritable au-delà n'était pas spatial, mais intérieur? Si la clé n'était pas de franchir les limites de l'univers, mais de franchir les limites de notre propre esprit? L'humilité devant l'inconnu. Au bout de ce voyage, une leçon s'impose. Nous ne savons pas. Et c'est peut-être cela qui fait de nous des humains. Notre ignorance n'est pas une faiblesse, c'est une ouverture. Chaque génération avance un peu plus loin, découvre un peu plus, mais le mystère demeure. Il demeurera toujours. Et si l'univers n'avait pas de fin, alors notre quête non plus. Une réflexion finale. Alors, qu'y a-t-il au-delà du cosmos? Peut-être rien, peut-être tout, peut-être quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais peu importe la réponse, car l'essentiel n'est pas d'atteindre une limite, mais de marcher vers elle. L'essentiel est de lever les yeux, d'oser poser la question, d'accepter le vertige, car en cherchant l'univers, c'est nous-mêmes que nous cherchons. L'appel à continuer. Et toi, que choisis-tu de croire? Que l'univers est clos, rassurant, ou qu'il s'ouvre sur l'infini? Qu'il est une illusion ou une réalité ultime? Quoi qu'il en soit, souviens-toi, tant que nous posons des questions, l'univers continue de vivre à travers nous. Alors, marche encore, lève les yeux, interroge le ciel, car le voyage ne fait que commencer. Et si tu veux continuer à explorer avec nous les plus grands mystères de la réalité, abonne-toi si tu as aimé la vidéo, car ensemble, nous irons toujours plus loin, au-delà du cosmos.